Nous revoici donc pour la 4e partie de la guerre en Ukraine. Cette vidéo est tournée le 15 avril 2022. Après vous avoir expliqué les raisons de la déroute des forces russes en Ukraine dans la partie 3 de cette série, je vais à présent entrer dans le détail sur les offensives qu'ont menées les Russes depuis le 15 mars. Alors l'offensive sur Kiev, c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayan Taillefer, historien à 16 heures ou forgeron médiéviste, c'est selon. Dès le 24 février, les Russes ont opéré des bombardements avec leur aviation militaire et ils ont lancé un très grand nombre de missiles de croisière sur des objectifs militaires ukrainiens. Que ce soit des dépôts de munitions, des dépôts de carburant, des casernes, des stations radars, cela afin d'aveugler et de diminuer le potentiel de l'armée ukrainienne. Néanmoins, il faut bien comprendre que les renseignements américains, qui ont été extrêmement efficaces, avaient mis en garde le gouvernement ukrainien sur la possibilité très forte d'une invasion de l'Ukraine. Invasion qui s'est faite suivant 3 angles. Depuis le nord, avec l'objectif la ville de Kiev, la capitale. À l'est, à partir des territoires du Donbass, les 2 républiques séparatistes de Luhansk et de Donetsk. Et au sud, à partir de la Crimée, avec pour objectif Mariupol, Odessa et Kharkov. Dans un premier temps, vu la réaction opiniâtre des troupes ukrainiennes, les Russes ont préféré opérer des mouvements tournants pour encercler les villes de Mariupol et de Kharkov. De la même façon, à partir de la Biélorussie au nord-ouest, ils ont commencé par encercler Kiev suivant 2 axes, nord-ouest et nord-est. En ce qui concerne Kiev, il apparaît que des assauts aéroportés ont eu lieu sur le principal aéroport de Kiev. Effectivement, les troupes aéroportées russes ont pris l'aéroport et l'ont tenu pendant un certain temps, avant d'être repoussées par l'artillerie ukrainienne et par les soldats. L'armée russe semble avoir perdu un nombre considérable de parachutistes au niveau de Kiev. On pourrait presque dire que Kiev a été, dans une moindre mesure, le tombeau des troupes aéroportées russes. De même que la Crète en 1941 avait été le tombeau des troupes aéroportées allemandes. Autre chose, des combats ont eu lieu au centre de Kiev dès les premiers jours de l'invasion. Alors là, il y a plusieurs thèses qui viennent en contradiction. L'une d'elles implique que Vladimir Poutine aurait lancé des troupes tchétchènes ainsi que des mercenaires du groupe Wagner et des parachutistes afin de prendre le palais présidentiel et soit d'assassiner, soit de capturer le président Zelensky et son état-major. C'est tout à fait possible. Une autre théorie voudrait que les combats qui ont eu lieu au centre de Kiev soient le fait de groupes de la mafia locale. Il faut bien comprendre que dès le début de l'invasion russe, le président Zelensky a livré des armes à peu près n'importe qui dans Kiev. Chaque volontaire ukrainien se voyait délivrer une AK-74, c'est-à-dire à peu près ce type d'arme, un fusil d'assaut d'origine russe. Ceci c'est l'AK-47 de calibre 7,62 par 39. Le successeur de l'AK-47 dans l'armée russe actuelle, c'est l'AK-74, d'un calibre plus léger de 5,45 par 40. Cela ressemble à la munition de 5,56 autant. Donc, chaque volontaire ukrainien dans Kiev se voyait remettre un fusil d'assaut ainsi que 5 chargeurs, des munitions et une trousse de nettoyage pour l'arme. Il apparaîtrait, toujours entre guillemets, que des combats auraient eu lieu entre bandes ennemies de la mafia de Kiev. Alors il est toujours très compliqué de trouver la vérité entre ce que vont dire la propagande russe et la propagande ukrainienne. Je pense que la vérité se situe un peu entre les deux, mais ce n'est que mon avis. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo sur l'Ukraine, la partie 3, un long convoi de 64 km est arrivé de la Biélorussie au nord et descendu vers les banlieues nord de Kiev, en effectuant un mouvement tournant à l'est et à l'ouest afin d'encercler la ville de Kiev. Le problème, c'est que ces convois ont été la victime des groupes mobiles de partisans ukrainiens armés de missiles anti-chars
Alors il faut bien comprendre une chose, c'est que les missiles Javelin sont extrêmement efficaces, premièrement, et deuxièmement, les Américains ont livré en temps réel des informations de géolocalisation des blindés russes avec les coordonnées GPS données par leurs satellites. À ce moment-là, avec ce qu'il faut de courage pour affronter des T-80 ou des T-90, des partisans ukrainiens pouvaient assez facilement toucher leur cible avec efficacité. C'est pourquoi nous avons vu d'innombrables convois de blindés russes être la proie des flammes. Comme je l'ai déjà dit, les Russes au 15 avril ont perdu environ 430 chars de combat lourds, ce qui est énorme. Pour motif de comparaison, l'armée française actuelle compte à peu près 400 chars, dont 200 lourds et 200 légers. Ça vous donnera une petite idée de comparaison sur le potentiel militaire que les Russes ont perdu. Autre problème, c'est la démoralisation des troupes de l'arrière. Les troupes qui viennent en appui des régiments d'élite envoyés au front et qui sont surtout constitués de conscrits. Conscrits qui n'ont rien à faire de cette guerre en Ukraine, qui leur paraît inutile et injuste. D'autre part, les Russes ont eu également de gros problèmes de logistique, en munitions, en médicaments, en carburant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la doctrine logistique de l'armée russe, c'est de se servir des voies ferrées du pays occupé. Or, les partisans ukrainiens ont très vite saboté les voies ferrées ainsi que les ponts. Et l'infrastructure ferroviaire ukrainienne a été très vite paralysée. Aussi, les Russes ne pouvaient faire parvenir assez de carburant à leurs blindés en avant du front. C'est pourquoi les troupes russes ont abandonné un nombre extrêmement important de véhicules blindés et de chars. Les chars se sont retrouvés sans carburant, en panne sèche, ils ont donc été abandonnés par leur équipage, qui ont préféré déserter. Alors ici, il y aura toujours une difficulté d'appréciation du nombre de conscrits qui ont déserté, suivant la propagande russe ou la propagande ukrainienne. Néanmoins, on estime que de nombreux conscrits ont abandonné l'armée russe pour se livrer prisonniers aux Ukrainiens. Alors comme je l'ai dit, la Rasputitsa a empêché les manœuvres des divisions blindées par les champs. Les convois blindés devaient se contenter d'utiliser les routes, offrant ainsi aux partisans ukrainiens de magnifiques embuscades et des guet-apens avec notamment les missiles Javelin et les drones Anka. Je vais vous faire une petite démonstration de ce qu'est normalement l'assaut d'un village par l'armée russe. On s'aperçoit que les Russes n'ont en rien suivi leur doctrine militaire, issue des tactiques de la défunte armée rouge. En général, les blindés sont appuyés par une infanterie mécanisée. Cette infanterie est destinée à justement servir d'éclairage, de reconnaissance pour les divisions blindées et pour neutraliser les groupes de partisans en embuscade avec leurs moyens anti-chars. Ici, il n'en a rien été. Alors, on s'aperçoit que à partir de la mi-mars, les troupes russes ont reflué vers le nord, en direction de la frontière de la Biélorussie. Kiev a ainsi pu être sauvé. Un autre point d'interrogation, c'est la relative faiblesse des bombardements sur Kiev. Alors évidemment, quand on suit les chaînes d'information continue françaises ou étrangères, on se rend compte que des tirs de missiles de croisière et de bombardements ont été effectués sur les quartiers excentrés en banlieue de Kiev. Néanmoins, le niveau de destruction reste relativement minime par rapport à ce qui a été fait par l'armée russe sur Alep, par exemple, ou l'artillerie russe. Je ne minimise en rien les responsabilités des Russes. Néanmoins, je ne fais que constater les faits. Les bombardements de Kiev sont minimes par rapport à ce qui s'est passé sur les villes de Mariupol ou de Kharkov, qui elles ont subi des bombardements intensifs. Pourquoi les Russes ont limité leurs bombardements sur Kiev? J'y vois plusieurs raisons. D'abord, Kiev, c'est une partie du patrimoine russe. Kiev, c'est le berceau de la civilisation russe. Les princes de Kiev ont fondé la Russie. Ensuite, il y a l'aspect spirituel. Les Russes se sont retournés vers la religion orthodoxe avec la fin du communisme. Et je pense que les artilleurs russes ou les pilotes n'avaient aucune envie de bombarder les superbes cathédrales orthodoxes de Kiev.
Troisième raison majeure, c'est l'impact sur l'opinion mondiale. Si les Russes avaient rasé Kiev, évidemment, l'impact psychologique aurait été énorme sur l'Occident et sur l'OTAN. Et peut-être que cela aurait décidé les USA à intervenir de façon plus importante dans le conflit. Pour l'instant, les Américains se sont limités à fournir des informations en temps réel sur les positions de l'armée russe et la livraison des fameux missiles Sol-Air Stinger et des missiles anti-chars Javelin. Suivi en cela par la France, qui a quand même livré 120 millions de matériel militaire à l'Ukraine, de même que l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, la Norvège, la Suède, et j'en passe. Il faut constater aussi que les Russes ont effectué un bombardement sur une base militaire près de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, non loin de la frontière polonaise. Cela s'explique par le fait que cette base militaire était le centre d'entraînement des volontaires qui venaient du monde entier. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous savez que j'ai besoin de votre aide pour faire progresser la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.